J'ai la chance pour, ma dyskinésie d'avoir un traitement, qui me permet d'avoir un quotidien normal, mais avec ma neurologue, on essaie, de travailler un maximum sur, la possibilité d'arrêter ce traitement et donc maintenant, de nouvelles crises arrivent, régulièrement par des mouvements que je ne contrôle pas, des mouvements involontaires, que ça soit le haut du corps, le bas du corps, tout le corps, ça peut aussi être au niveau du visage. Et ce qui est assez fou, c'est que je ressens la crise avant de la faire. C'est-à-dire que quelques fractions de secondes avant de faire ma crise, je sais exactement quelle crise je vais faire, quelle intensité elle sera, dans quelle partie de mon corps elle sera. Moi, du plus loin que je me souviens, c'est à mes 8 ans où j'en ai parlé à mon papa. J'étais, au basket et on devait faire des allers-retours, en sprintant et en fait, à des moments, je ne contrôlais pas ce que je faisais. Ça a été très long, ça a été très difficile. J'ai passé, quasiment, 6 ans et demi sans diagnostic. J'ai été voir, mon médecin généraliste qui forcément n'avait pas connaissance de ce que j'avais, donc il m'a envoyée vers une pédiatre. J'ai fait une crise devant la pédiatre, elle ne l'a même pas vue. J'ai fait énormément d'IRM, d'électroencéphalogramme. J'ai fait beaucoup j'ai fait, beaucoup d'examens différents, auxquels il n'y avait aucune réponse. J'ai été envoyée vers un neurologue. Le neurologue de m'a donné un diagnostic qui n'était pas le bon. Il m'a donné un traitement auquel je n'avais pas eu de suivi. Ma sœur travaillait à ce moment-là, à Bruxelles et donc elle avait quelques contacts avec le milieu médical et donc de nous-mêmes, on a réussi à trouver une neurologue sur Bruxelles qui m'a, donné rapidement un rendez-vous. En consultation, pour moi, c'était, le rayon de soleil parce que, rien que d'être dans son cabinet, je me suis sentie bien et elle m'a dit: «Honnêtement, je ne sais pas du tout ce que tu as, mais je connais une neurologue à Lille», donc j'étais de retour à Lille à ce moment-là. «Je connais une neurologue qui saura ce que tu as, je l'appelle devant toi, tu vas avoir un rendez-vous avec elle et tu verras, elle va te dire ce que tu as». Pour moi, c'était un soulagement. C'était de me dire: «Déjà, je ne suis pas folle, je ne suis pas seule, je suis enfin comprise, on sait ce que j'ai, et peut-être que je vais pouvoir commencer à aller mieux, peut-être que je vais commencer à arrêter de faire des crises». C'était d'un côté se dire: «On sait enfin ce que tu as, donc ça va». En même temps, c'est dans les gènes, donc ça veut dire que l'un de nous est porteur ou on est peut-être tous les 2 porteurs, donc c'est un peu de notre faute. On a fait un test génétique. C'est dur de se dire, «Peut-être que je vais transmettre moi aussi plus tard à mes enfants, cette maladie». Si j'arrive à vivre avec cette maladie, bah, je suis capable de vivre avec n'importe quoi et je suis capable de faire n'importe quoi et je suis capable de réussir tout ce que j'ai envie d'entreprendre et donc ça me pousse à chaque fois à me donner au maximum pour tout ce que je fais et donc je veux pouvoir être l'espoir que je n'avais pas quand j'étais petite. Quand j'étais petite, j'avais personne sur qui je pouvais me poser et me dire: «Oh, cette personne, elle a fait de grandes choses alors qu'elle avait quelque chose comme moi, elle était un peu bizarre comme moi, elle était pas normale». Et aujourd'hui, elle fait de grandes choses et j'ai envie d'être cet exemple que je n'avais pas étant petite. Bonjour, je suis très sensible de pouvoir vous présenter les actions de nos plans nationaux maladies rares, surtout avec vos spécialités, votre spécialité de médecine générale, sachant que le contexte des maladies rares est extrêmement complexe et vous êtes un acteur central pour nous, puisqu'on a besoin d'avoir une vigilance en amont au moment du diagnostic, puisque trop souvent il y a de l'errance de diagnostic pour nos maladies rares et qu'un quart de nos maladies rares attendent près de 5 ans avant d'avoir un diagnostic confirmé. Donc les quelques chiffres de nos maladies rares, il faut quand même avoir en tête que 70 des personnes vont être diagnostiquées dans l'enfance, qu'on va parler de plus de 7 000 maladies rares et que pour 72 d'entre elles, elles sont d'origine génétique, mais pour 28 d'entre elles, près d'un tiers, elles ne sont pas d'origine génétique. Donc c'est extrêmement important aussi de connaître ces chiffres. En France, on estime à 3 millions de personnes les personnes touchées par une maladie rare. C'est également 30 millions en Europe et 300 millions dans le monde. Donc c'est pas si rare que ça. C'est pour ça qu'il faut avoir une vigilance et ce qu'on appelle dans notre milieu des maladies rares la pédagogie du doute et avoir cet esprit éveillé par rapport à et si c'était une maladie rare. Donc c'est important de connaître les organisations qui datent pour certaines de longtemps, avant même qu'on ait des plans nationaux maladies rares. Il y a eu la création d'Orphanet qui a permis de donner, c'est notre portail d'information des maladies rares. Nous savons qu'un tiers des connexions à Orphanet se font
via, des demandes, médecins de ville, de médecins, traitants, qui ont besoin d'avoir de l'information sur, la maladie de leurs patients ou qui cherchent à trouver des informations, à trouver les centres experts. Donc c'est important, Orphanet, a été créé en 97 et puis ça a été le début, de l'avancée, d'une aventure des maladies rares portée, là aussi, par Simone Veil et ça c'était en 94. On a maintenant, on a été en avance de phase même en Europe pour porter des politiques, maladies rares, ambitieuses. Donc Orphanet, ensuite on a eu la création de la plateforme, des maladies rares en 2000 et notamment de l'Alliance maladies rares, le 24 février 2000 et l'Alliance maladies rares fédère plus de 240 associations au niveau, national, de façon à réduire, l'isolement. C'est une constante dans nos maladies rares, le fait que le patient est isolé, l'association est un élément clé et vous trouverez sur les sites des différentes associations de patients énormément d'informations, énormément de documents, des webinaires, des MOOC, aussi, beaucoup d'éléments pour pouvoir aussi accompagner, vos patients diagnostiqués maladies rares et pouvoir les aider et donc ne pas hésiter à transmettre les informations des associations de patients parce qu'elles sont là en relais, de votre action en tant que médecin et spécialiste, médecin généraliste. Donc vous avez aussi, Maladies Rares Info Service. Il faut savoir que cette, ligne d'écoute, c'est aussi une ligne d'écoute, Maladies Rares Info Service, est aussi là pour pouvoir orienter, des spécialistes de ville, vers, les bons centres. Donc c'est aussi leur rôle de pouvoir vous indiquer, là où vous habitez, quels sont les spécialistes intéressants à pouvoir enfin pertinents par rapport à votre, patient et quel est le spécialiste à aller voir. Donc Maladies Rares Info Service a été créé en 2001, donc on voit bien, Maladies Rares Info Service est aussi, situé sur la plateforme des maladies rares et c'est important cette ligne d'écoute, en soutien, des patients, mais aussi en soutien des spécialistes et des médecins, généralistes de spécialité, et de pouvoir faire ce lien. Et donc en fait, avec ces premiers acteurs, on a eu, le dessein de 20 années, d'accompagnement pour les maladies rares avec, le premier plan maladies rares, la création des centres experts. C'est extrêmement important, d'avoir, des spécialistes et savoir où orienter ses patients. Ces centres experts ont une double valence, soins et recherche, puisque, dans les maladies rares, la frontière entre le soin et la recherche est extrêmement, ténue. Dans le deuxième plan maladies rares, on a vu la mise en place des filières de santé maladies rares. Je détaillerai un peu plus, après tout ce que les filières de santé maladies rares vont vous apporter aussi dans votre pratique. Et puis au même moment, on a eu il y a 10 ans la création de notre banque nationale des données maladies rares, bien avant les premiers entrepôts de données de santé et où tous les patients rentrés dans nos centres de référence, centres de compétences, convergent pour pouvoir ensuite collecter de nos données, puisque trop souvent, dans nos maladies rares, ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la maladie est peu connue, pas assez renseignée et donc on a besoin de collecter de la donnée pour pouvoir mieux renseigner, chaque, histoire naturelle, des maladies rares. Donc on a, cette articulation importante. Le troisième plan maladies rares a vu émerger un nouvel acteur qui était en lien avec le plan national maladies rares, l'arrivée aussi du plan France médecine génomique. Il y a tous les enjeux autour de l'errance diagnostique, mais aussi des impasses diagnostiques a émergé. Tous les liens aussi par rapport à la qualité de vie et donc dans ce troisième plan maladies rares, on a vu, à la fois la création des plateformes d'expertise, maladies rares ou de coordination, outre-mer. On vous détaillera un peu plus loin ce qu'elles vont vous apporter dans votre pratique, mais aussi, on a une dimension européenne très importante avec la mise en place en 2017 des réseaux européens de référence de 24 ERN, sachant qu'on a 7 ERN coordonnés, en France. Et puis notre, petit dernier, le quatrième plan maladies rares 2025-2030, avec, un lien, important des territoires, à l'Europe et on souhaite vraiment travailler l'amont, avant l'arrivée dans nos centres de compétences ou de référence maladies rares. Comment on travaille avec les médecines de ville, comment on permet de faire connaître, de donner de la visibilité à nos réseaux, maladies rares. Donc, qu'est-ce que c'est les réseaux maladies rares? Je vous ai parlé de centres experts. On a des centres experts qui sont à la fois coordonnateurs et constitutifs. Vous avez là les chiffres.
On a également tout un maillage territorial important avec des centres de compétences maladies rares qui vont porter à la fois sur le diagnostic, la prise en charge, la coordination avec leurs centres experts et puis nos centres coordonnateurs et constitutifs qui seront à la fois qui ont des missions de recours, de deuxième avis, des missions d'expertise, des missions de formation et d'éducation, des missions de recherche et puis de coordination. C'est extrêmement important de ne pas être isolé pour les patients, mais c'est extrêmement important aussi pour les centres de ne pas rester isolés, d'où toute cette structuration et puis on verra l'arrivée de nos filières de santé maladies rares. Donc on a aussi ce qu'on appelait les centres de ressources et compétences qui sont nos premiers centres qu'on a eus pour la mucoviscidose, pour les maladies hémorragiques rares et pour la SLA. Et ça, c'était la première arrivée, c'était en 2002, qui était précurseur pour nos réseaux maladies rares. Et donc, les nouveaux venus, mais qui ont maintenant 10 ans, donc c'est pas encore la maturité, mais presque, ont été les filières de santé maladies rares. Donc, pour pouvoir organiser et le fait qu'il n'y ait pas de silo et que le fait que tous nos centres soient coordonnés aussi entre eux, on a eu l'arrivée de 23 filières de santé maladies rares qui sont vraiment développées par spécialité, je dirais, autour d'un organe ou par rapport à une thématique. Et donc, vous verrez tout à l'heure un peu le déploiement de ces filières et les différents centres. Donc, on a cette coordination, pardon, et les filières ont un rôle très important, notamment autour de l'éducation, autour de la formation. C'est un rôle extrêmement dynamique de pouvoir aussi donner une dynamique par rapport aux guidelines, aux bonnes pratiques, les protocoles nationaux de diagnostic et de soins. On a aussi des sujets qui ont été portés par les filières autour de l'éducation thérapeutique du patient. Et donc, elles coordonnent, elles structurent en transversalité, mais après, il y a le dernier kilomètre, et il y a les centres, et il y a les centres dans les établissements à proximité de chez vous. Donc voilà le détail des 23 filières de santé maladies rares. Simplement, quelques exemples. On va parler de la filière, par exemple, des maladies rares neurologiques, ça va être la filière Brain Team. La filière handies rares va porter sur le réseau, je dirais, des généticiens. On a les maladies métaboliques avec la filière G2M. On a tout le sujet, notamment embarqué des maladies auto-immunes dans la filière FAI2R, la filière des maladies rares du foie, fil-foie. Donc vous voyez un peu exprimer l'ensemble des sujets que vous pouvez rencontrer dans vos cabinets qui sont portés par une des 23 filières de santé maladies rares. N'hésitez pas à aller chercher, à les retrouver sur Internet parce qu'elles développent sur leur site Internet également énormément d'outils de formation, d'éducation, énormément de renseignements et ça peut aider dans votre pratique. Et puis, parallèlement à ces filières de santé maladies rares qui ont 10 ans, eh bien, nos premières plateformes d'expertise maladies rares, elles, ont 5 ans. C'était le troisième plan maladies rares et on a souhaité mailler l'ensemble de notre politique nationale maladies rares sur les territoires avec 19 plateformes dans l'Hexagone et 4 plateformes outre-mer. Donc c'est vraiment important aussi de voir ce qui se fait. Elles animent des newsletters, elles ont également une visibilité que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux avec des agendas qui peuvent aussi vous intéresser. Elles ont un lien aussi avec les URPS, elles travaillent de plus en plus ce lien avec les spécialistes de ville et puis avec la spécialité de médecine générale. Et donc c'est très important aussi de pouvoir vous rapprocher aussi des plateformes qui sont à proximité de là où vous exercez. Donc ensuite, ce qui a été beaucoup porté par les différents plans nationaux maladies rares et aussi par nos filières de santé maladies rares, ça ont été les cartes d'urgence. On sait que malheureusement, beaucoup de nos maladies rares peuvent conduire à des situations de rupture avec des mauvaises indications à la fois de traitement, de prise en charge. Et donc, notamment dans les situations d'urgence, beaucoup de filières ont développé ces cartes d'urgence et les ont distribuées à leurs patients avec la mention du ministère de la Santé. L'idée, c'est de vraiment pouvoir avoir une bonne prise en charge et qu'elle soit adaptée avec les personnes à prioriser, à prévenir en priorité, mais également les différents symptômes qui arrivent.
Donc ça, c'est important aussi de connaître, la mention de ces cartes d'urgence. Il faut savoir qu'il y a un site qui est extrêmement important, qui est le site des filières, maladies rares, et sur ce site des filières maladies rares, vous allez retrouver ces cartes d'urgence, et donc dans votre pratique, c'est aussi, important de pouvoir, retrouver ces cartes. Il y a un autre acteur qu'on a cité tout à l'heure qui était, Orphanet. Là aussi, Orphanet a travaillé beaucoup avec, les sociétés savantes et les sociétés savantes de médecine d'urgence. Il y a des cartes, des fiches Orphanet urgence, où vous pouvez retrouver aussi, des sujets qui vous, préoccupent et sur lequel qui convergent avec vos patients, touchés par une maladie rare. Donc c'est important. Il y a un QR code qui existe avec, toutes les fiches Orphanet qui peuvent être téléchargeables. Donc dans votre pratique, c'est aussi quelque chose d'extrêmement, important, et puis il faut aussi savoir qu'elles permettent un accès qui est aussi, hors, ligne, et ce qui peut être, extrêmement, commode. On a, aussi, quelque chose qui a été beaucoup porté, par, la filière, FAI Désert, et qui maintenant a été repris par, énormément de nos filières de santé maladies rares. Ça a été, la mise en place de clés du diagnostic. L'idée étant de vraiment de réduire, l'errance de diagnostic, et ces clés du diagnostic, vous avez un site internet qui existe, et ces clés du diagnostic, elles sont vraiment faites pour vous. Vous trouverez énormément de sujets, repris par nos filières de santé maladies rares sur, différentes, maladies rares, et donc c'est, un exemple là, voilà le portail, des clés du diagnostic. L'idée, c'est de pouvoir retrouver, et c'est un outil pour vous aider, au diagnostic de vos maladies rares et mieux comprendre. Vous verrez, c'est organisé avec des arbres décisionnels, et en fonction des pathologies, vous avez les différents, symptômes, et pouvoir retrouver, ces différents symptômes. Donc là, c'est l'exemple de l'angioedème, isolé, et vous avez comme ça des herbes décisionnelles, à la fois si c'est localisé ou transitoire, et puis ensuite les différents, dosages pondérales à faire, et donc c'est, important de pouvoir, creuser aussi, en fonction des différents sujets, et quand vous êtes en errance de diagnostic, de trouver de la ressource, sur ces clés du diagnostic, .fr, pour pouvoir orienter, votre, diagnostic, et puis pouvoir faire ensuite le lien avec le centre, expert, de proximité. Il y a été, aussi développé, très récemment par Orphanet, un outil, téléchargeable aussi sur une application, qui est un outil pour accélérer la prise en charge des maladies rares, une orientation vers les centres, experts, et par ce biais-là, réduire l'errance, puisque ça vous donne une meilleure, connaissance du centre, de la proximité vers quel centre, pardon, vous pouvez orienter, votre, patient. Vous avez aussi tout un champ, puisque, le parcours, des maladies rares, s'accompagne aussi d'un parcours de vie. Il y a tout un lien, à faire avec, par rapport aux droits et aux droits sociaux. C'est q Santé Info Droit est porté par, la ligne de France Asso Santé. France Asso Santé regroupant toutes les associations, reconnues, par rapport à pas que maladies rares, mais, le sujet des droits, sociaux, dépasse les maladies rares, et donc vous avez de la ressource sur Santé Info Droit, extrêmement, pertinente aussi pour, vos patients. Et puis un outil qui a été énormément, porté par le troisième plan, maladies rares. Il faut vraiment que vous puissiez vous utiliser, accéder aux plus de 400, protocoles nationaux de diagnostic et de soins qui existent. Vous avez des QR codes pour l'ensemble de ces, protocoles nationaux de diagnostic et de soins, et c'est important pour vous parce qu'il y a une fiche, résumée sur les conduites à tenir au début de ces PNDS pour, les médecins spécialistes, pour les médecins traitants, pour la médecine spécialisée en médecine générale, et donc c'est important aussi que vous ayez la connaissance de ces PNDS, parce que vous trouverez à la fois, les parcours du diagnostic, le parcours du diagnostic, mais aussi, les traitements, tous les traitements d'intérêt aussi, hors AMM qui existent et qui ont été validés, par la filière de santé maladies rares, et puis ces PNDS sont disponibles sur le site de la HAS, ce qui est, puisque la méthodologie de la HAS est reprise pour pouvoir créer ces PNDS. Donc voici, l'ensemble des éléments, qui sont utiles pour votre pratique et qui, je l'espère, vont vous accompagner
pour réduire l'errance de diagnostic pour nos patients et aider les patients maladies rares et les aidants maladies rares par rapport à votre pratique de tous les jours et le fait que vous pouvez quand même fréquemment trouver des situations qui sont des situations de diagnostic de maladies rares. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir avoir la connaissance de tous les outils qui existent. Donc, un grand merci de votre action qui est fondamentale puisque dans le 4e plan maladies rares, on met vraiment l'accent sur l'amont de l'arrivée dans les centres experts. Et donc, c'est vous, sur le terrain, qui allez pouvoir réduire ce temps encore trop long d'errance de diagnostic par rapport aux patients maladies rares. Merci pour tout et merci pour votre action.